dans le foyer que je dirige actuellement sur Lyon, qui compte parmi les jeunes qui ont les comportements les plus délinquants de l'agglomération, la caractéristique commune, c'est que tous sont issus de familles complètement explosées. Et que tous rêvent d'une famille unie. Il faut voir la tension, l'occasion de Noël, etc., de ce grand rêve. Des fois, certains me disaient, peut-être que le jour de Noël, papa va revenir, maman va... Enfin, ils rêvent de ça. Et à côté de ça, il y a les sociologues qui disent, non, il y a plusieurs types de familles, il y a famille comme ci, famille comme ça, et puis... comme si tous ces modèles avaient la même valeur. Non, tous ces modèles doivent avoir les mêmes droits. Alors, je voudrais poser une dernière question sur le sujet. Est-ce que la loi doit tout régler ? Est-ce que les lois dans leur ensemble sur des problèmes de société doivent-elles régler ? La loi doit régler la question du droit. Elle n'a pas le droit d'aller au-delà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'aller dans la morale. Voilà, enfin, je veux dire, au niveau de la morale, enfin, je veux dire, là, on voit bien dans tout ce débat-là, je crois effectivement que c'est pas des députés qui, par un vote, peuvent dire, eh bien, nous décrétons que l'imaginaire du petit garçon sera exactement le même à partir d'aujourd'hui que l'imaginaire de la petite fille. Oui. On va arriver sur un autre sujet de clivage. D'ailleurs, je pensais, du coup, que pour les anglo-saxons, la France, ça doit devenir un peu Cleveland. Hein. Mais... plaisanterie mise à part, la laïcité. Il y a eu un débat terrible là-dessus aussi. On a vu des exemples, il y a eu Babylou, etc. Enfin, là encore, est-ce que c'est pas l'apparition d'une sorte de nouvelle religion ? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de penser d'une certaine façon pour se dire laïque ? Moi qui me croyais laïque, j'ai eu l'impression par un moment que j'étais à côté de la plaque. Tu vois ça comment ? Parce que toi, tu es un homme d'église, au-delà de toutes tes activités, moi, je dirais qu'il y a deux conceptions de la laïcité. Aujourd'hui, c'est presque proche de l'islamophobie. Non, je dirais qu'il y a deux conceptions de la laïcité. Il y a la conception républicaine, celle qui est inscrite dans la Constitution de la République, celle qui est inscrite dans la Convention des droits de l'enfant que nous avons signée. Un État laïque, c'est un État garant de la liberté d'expression et de pratique religieuse. C'est-à-dire que la vraie conception de la laïcité, c'est que l'État soit le garant de la liberté d'expression et de pratique religieuse. C'est inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et puis il y a une deuxième conception de la laïcité que moi je nomme laïcisme. Ah, c'est tout à fait autre chose. Ça serait un État qui, dans ses institutions, interdirait toute forme d'expression ou de pratique religieuse. Alors effectivement, quand on définit le laïcisme ainsi, c'est une sorte d'anti-religion. Donc moi je crois, et là je crois que j'allais dans le sens, je suis pas toujours d'accord avec l'ancien président, mais le discours du Latran, il y avait des choses bonnes, c'est-à-dire qu'il essayait de revenir à ce qu'il appelait cette laïcité positive, c'est-à-dire une laïcité d'ouverture et pas une laïcité d'interdiction. Et on en est où là alors actuellement ? Actuellement, moi je pense qu'il y a ces deux conceptions. Mais qu'il y a quand même une remontée d'un mouvement à l'écart, et je pense quand même que ce laïcisme s'est fondé lorsqu'il n'y avait qu'une seule religion, catholicisme. Aujourd'hui, avec la montée de l'islam, on peut aussi se réjouir de ce pluralisme religieux. Je pense que les choses, et que les catholiques, quelque part, ont accepté à un moment de renvoyer leur religion dans le champ du privé. Je pense que le musulman, non. Enfin, je veux dire, il sait bien que c'est pas, sa foi, c'est pas qu'une domaine privé, c'est aussi, ça a des incidences sociales. Donc, je crois que ce pluralisme religieux amène l'État à pouvoir se poser différemment, ce qui était extraordinaire, mais pour tous. Enfin, moi j'ai vu sur Lyon, c'était effectivement catholiques et musulmans défiler ensemble. Alors là, vraiment, c'est la première fois qu'on les voyait main dans la main. Il y avait le cardinal, il y avait le grand recteur de la mosquée de Lyon, il y avait le rabbin, qui étaient tous sur cette idée de maintenant l'altérité. Et promouvant, on remet pas en cause l'État laïque. Moi, je trouve que la laïcité, c'est une valeur de la République, mais laïcité au sens du respect de l'expression, des pratiques religieuses, et incitant effectivement tous les citoyens français à être respectueux des convictions de l'autre. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une société où, sur le thème de la laïcité, on commence à interdire un certain nombre de choses et on rentre dans une petite début d'imposition sur un certain nombre de sujets, notamment religieux? Ben oui, mais c'est surtout une non-compréhension, je dirais, par certains de nos politiques ou de nos éducateurs du phénomène religieux. Moi, j'ai entendu un principal de collège dire aux gamins, vos convictions religieuses, vous les mettez dans le casier à l'entrée de l'école, et puis ne plus entendre parler. C'est quelqu'un qui a rien compris au phénomène religieux.
quelqu'un qui est profondément croyant, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, il peut pas déposer ses convictions dans le casier et puis faire comme si, à l'intérieur d'école publique, il était plus croyant. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une méconnaissance, hein, mais qu'il s'agit aussi de respecter l'autorité de l'État. Enfin, Alors, allez jusqu'au bout de votre réflexion. Qui est derrière, parce qu'il y a forcément du lobbying, qui est derrière ce mode de pensée? Ah ben moi j'irais la franc-maçonnerie. J'irais quand même, au niveau de l'élaboration d'une pensée théorique. C'est-à-dire c'est l'endroit où va s'élaborer véritablement cette pensée, hein, ce sont effectivement ces loges, parce que on est vraiment dans ce style de pensée, hein, et on théorise, et après une influence. Enfin, pour moi, c'est le lieu où s'élabore cette pensée. J'ai beaucoup de respect pour les francs-maçons. Moi, je vois l'influence qu'ils ont sur la ville de Lyon. Quand vous n'êtes pas, parce qu'à moi, je comprenais mal ces jonctions. Hein, et regardons dans le gouvernement le nombre effectivement de personnes qui sont francs-maçons. Oui. Parce que vous pensez auquel? Oh bah, je sais pas. François Hollande est franc-maçon. François Hollande est franc-maçon. Je pense pas. Non. Vous pensez pas? En tout cas, il y a une vraie influence. Héros est franc-maçon. Oui. C'est une vraie influence. Pardon? Non, je pense qu'il est bien entouré, oui, c'est possible. Mais ils ont toujours été. J'en sais rien, mais je sais simplement une chose, c'est qu'ils ont toujours été dans les allées du pouvoir. C'est normal, ça fait partie de leur conception de la réforme de la société qu'ils envisagent. Je pense, ce qui est quand même assez surprenant, c'est d'arriver à avoir cette je dirais pas congrégation, parce que c'est pas le cas en l'occurrence, mais la franc-maçonnerie qui est censée être ouverte sur une société d'avenir, moderne, qui se fige comme ça sur ce problème de la religion et de la laïcité. Là, je suis un peu surpris. C'est vrai qu'ils sont par définition laïcs, mais aussi ouverts sur une société quand même positive. Et là, il y a quelque chose qui coince. Je ne sais pas quoi. Parce qu'ils sont promoteurs de belles valeurs. Enfin, je dirais, moi, j'ai beaucoup d'amitié pour les francs-maçons sur le combat pour les justices. Ils ont décidé de gommer la religion de ce pays. Ah ben, c'était un discours explicite de Vincent Peillon, hein. Et il faut qu'à l'école, il faut éradiquer, enfin après il est revenu, mais regardons les écrits de Vincent Peillon, avant qu'il soit ministre, là-dessus c'est vraiment une école publique qui a pour mission d'essayer de gommer ce qu'il appelle, alors lui dans la lecture qu'il fait du phénomène religieux, quelque chose qui est rétrograde. Ce serait en quelque sorte la dictature du prosélytisme laïcard, c'est ça? Voilà, enfin moi je suis assez étonné, parce que je pense pas que ça va durer très longtemps, parce que je pense quand même qu'il y a tout un dynamisme à la fois dans la communauté musulmane, en communauté chrétienne, et voilà. Donc, mais on l'a vu quand même, tous les efforts historiques de certains pays de vouloir. Bon, ce qui m'étonne, c'est que c'est vrai qu'on peut être totalement hostile aux excès des religions, parce qu'il y en a qui sont effectivement, dans certains cas, on voit bien des formes d'intégrisme chez les cathos comme chez les musulmans, y compris chez les juifs, mais théoriquement, les religions, avant qu'il y ait vraiment, je dirais, une morale, avant qu'il y ait des lois, avant qu'il y ait l'éducation à l'école, elles étaient censées finalement faire cette éducation qu'après on va retrouver dans l'école de la République. Mais il y a des valeurs qui sont censées être positives dans la religion. Et brutalement, on a l'impression qu'il faut les renier au motif qu'il y a mieux et au-dessus et plus valable. Surtout que religion, hein, c'est le mot relié. La question, c'est se poser la question du sens, du vivre ensemble. Je suis là sur Terre avec des autres. Est-ce que ce vivre ensemble fait sens? Alors que je pense que les valeurs de la République, je suis intervenu là à un colloque aux entretiens de Nathan, à l'université, sur la morale de la République. Liberté, égalité, fraternité. Ce sont trois valeurs qui ne sont pas de même nature. Liberté, égalité, c'est de l'ordre du droit. Fraternité, c'est de l'ordre du devoir. De l'ordre du devoir. C'est pas le droit d'être frère, c'est le devoir d'être frère. Bon. Et on sent bien que lorsque le devoir de fraternité s'estompe, les droits fondamentaux sont menacés. Bon. Maintenant, pour nous, enfin je veux dire, pour moi chrétien, ce devoir il va de soi. On est fils d'un même père, donc on est frères. Bon, donc au nom de la République, je veux dire, comment la République peut imposer tu dois être frère? Au nom de quoi? Moi je rencontre des tas de concitoyens qui disent moi je me sens frère de mes proches. Mais alors me sentir frère des gens de l'autre communauté ethnique, me sentir frère de ces sans-abri qui nous empoisonnent la vie, c'est pas du tout. Or, on sent bien que la religion, c'est ce qui va donner sens à cette fraternité. Et on sent bien que la République est un peu à la peine. On le voit aujourd'hui dans tout.
Mais tous ces débats autour de la religion ont une conséquence directe, c'est qu'on a vu une recrudescence des actes sur les lieux de culte, que ce soit d'ailleurs musulmans, catholiques ou juifs. Oui. Quel est votre regard là-dessus? Oh, mon regard, c'est surtout de la bêtise et il me semble qu'il y a vraiment une inculture chez bon nombre de ceux qui tiennent les médias. Hein. Quand je dis ceux qui tiennent les médias, c'est ceux qui vont faire passer, c'est pas forcément les journalistes, ça peut être aussi les animateurs. Oui. Une inculture sur la compréhension du fait religieux. Alors voilà, moi je vois qu'on a des jeunes adolescents, enfin je veux dire, j'en ai surpris quelques-uns qui étaient venus caillasser une église, mais ils n'avaient aucun sens. Enfin je veux dire, dès qu'on réfléchit un peu avec eux, ils viennent s'excuser. C'est comment on aide à réfléchir les gens. Je trouve que on a parfois des médias qui abêtissent plutôt. Enfin, c'est l'horreur médiatique de Jean-François Kahn. Là. C'est l'horreur médiatique de Jean-François Kahn. Bon. Mais on va parler peut-être de ces combats parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Maintenant, aujourd'hui, compte tenu de tout ton historique, tout ce que tu as fait, t'es pas comme moi en train de préparer ta retraite. T'as encore quelques années, je pense, où t'as envie. Et puis, à mon avis, tu vas pas t'arrêter. À peu près le même âge, je crois. Presque, oui. Non, tu me dois le respect. Là. Il n'est pas encore parti à l'élevage de vaches. Moi, je suis déjà grand-père, X fois. Mais bon, dis-moi, quel regard tu portes sur la société aujourd'hui et quels sont tes combats pour demain? Parce que je pense qu'en fonction de la nature des problèmes, de l'évolution de la société, tu as un regard qui a peut-être changé. Et surtout, peut-être que tu t'es fixé d'autres objectifs, d'autres enjeux, d'autres batailles. Parce que finalement, c'est une vie de combat que tu mènes. Oui, effectivement. Aujourd'hui, mon principal combat, c'est bien je trouve que les jeunes sont de plus en plus enfermés dans cette culture d'entrepère. Le jeune, il passe par 3 lieux. Il passe du temps en famille, à l'école et dans la cité. Et chacun de ces lieux est marqué par une culture un peu différente. La culture familiale, la culture scolaire, et puis cette culture de la cité. Ce qui me paraît être l'évolution un peu détestable pour les jeunes, c'est que cette culture de l'entrepère a tendance à devenir de plus en plus prégnante. Elle envahit l'école, elle marginalise la famille. Parce que la grande différence entre l'ado d'aujourd'hui et l'ado que j'étais, moi, quand je quittais l'école et que je rentrais chez moi, je quittais mes copains et je m'inscrivais dans la sphère familiale. Aujourd'hui, avec leur portable, ils sont continuellement en lien avec les copains. Et que on a donc une transmission qui se fait de mode horizontal. C'est particulièrement vrai sur le plan religieux. L'islam des jeunes dans nos quartiers n'a rien à voir avec l'islam des adultes. Rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a une transmission qui se fait par les jeunes et pas par l'interprétation que les adultes font du Coran. C'est aussi un peu vrai dans mon église. Je vois des demandes de baptême d'adolescents. C'est jamais sur une parole d'adulte qui leur a expliqué la parole de Dieu. Ils ont fait les JMJ, c'était hyper sympa, il faut être avec les copains, en étant baptisé, je ferai vraiment partie du groupe. C'est-à-dire que, c'est un effet mode et non pas un effet religieux. Pas mal, un effet groupe, enfin le groupe de pères. Mais est-ce que c'est pas normal, puisque tu as dit tout à l'heure que les adultes étaient complètement discrédités? Heureusement qu'ils essaient de se retrouver des valeurs entre eux. Tout à fait. Et pas forcément les bonnes, c'est aussi ça. Et je trouve que l'urgence, c'est bien de rétablir cette alliance, cette transmission intergénérationnelle. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que moi je dis un de mes combats, c'était que plutôt donner des moyens au collège ZEP, donner des moyens pour que des jeunes soient scolarisés sur d'autres collèges, parce que je me dis, ces gamins qui vivent dans le même quartier, qui vont à l'école dans le même quartier, l'État va jusqu'à payer des programmes de vacances pour qu'ils partent ensemble en vacances. Je dis, mais c'est ahurissant. Si au moins les programmes de vacances, c'était ce que j'essayais de défendre auprès de Fadela. Changeons VVV. Fadela, maire, ex-secrétaire d'État. Ouais. Et finançons plutôt des activités menées par les organismes extérieurs qui accueillent ces jeunes du quartier et permettent d'autres expériences de vivre ensemble que simplement l'organisme du quartier. Bon. Donc c'est cette ouverture, moi, qui me paraît importante, de manière à ce qu'il n'y ait pas un repli, alors des adultes, alors qui vont vieillissant, c'est-à-dire qu'une espèce de politique vieillissant, et puis de jeunes, et qui en particulier dans les quartiers sont complètement mis de côté. La Péronie définissait le quartier comme étant à la fois une cage et un cocon. C'est la fois on se sent enfermé, mais à la fois aussi c'est le seul endroit où on se sent bien. Et en particulier, si on revient au problème du chômage, qui est quand même massif, moi j'aime dire que le problème du chômage des jeunes en France, c'est pas un problème d'ordre économique. Le problème du chômage est un problème d'ordre économique. Mais que le fait que le chômage des jeunes soit le double du chômage des adultes, c'est un scandale franco-français que nous partageons avec quelques pays de l'Union. Et chez nos amis allemands, où le taux de chômage est un peu inférieur au nôtre à 8%, le taux de chômage des jeunes est légèrement supérieur au taux de chômage des adultes, il est à 11%.
Chez nous, on a un taux de chômage des jeunes qui est le double du taux de chômage des adultes. J'aime dire que le problème du chômage des jeunes, c'est d'abord un problème culturel. Et que l'obstacle majeur à l'insertion de bon nombre de jeunes dans l'entreprise réside moins dans l'absence de qualification que dans cet écart entre les comportements dans lesquels ils sont enquistés et puis les comportements attendus dans le monde d'entreprise. Alors tu te bats pourquoi? Alors pour que ça change, tu proposes quoi? C'est la dernière question. C'est de développer la mobilité. Pour moi, effectivement, le combat, c'est le combat pour la fraternité. Et je me réjouis de le mener à la fois avec mes amis musulmans et à la fois avec mes amis laïcs, parce qu'il me semble que s'il y a une valeur qui est commune à tous, c'est effectivement promouvoir la fraternité, parce qu'on sent que c'est le seul moyen de maintenir la cohésion sociale, que chacun se sente frère des concitoyens du territoire. Bon. Donc pour moi, c'est ça ce combat. Et que aujourd'hui, ça passe par le développement de la connaissance mutuelle, et donc ça passe par plus grande fluidité. C'est la mobilité. Je trouve que la mobilité est une valeur de la modernité, et combien l'éducation nationale, à mes yeux, devrait avoir aussi comme priorité cette éducation à la mobilité. Pierre, le mot de la fin. Bon, tu te doutes bien que j'ai toujours admiré Jean-Marie. Pour moi, ça a toujours été un exemple. J'ai senti que c'était réciproque en plus dans l'émission. Donc, ouais, vous étiez entre petits copains, on va dire. Si je l'avais pas connu, je pense que j'aurais fait beaucoup plus de conneries en tant que maire. Mais bon, et en tant que parlementaire après. Je voudrais juste terminer sur un truc, c'est que moi, je suis vraiment laïque. Au fond de moi-même, je suis laïque. J'ai été scout, tout ça, mais j'ai jamais fréquenté vraiment. Mais je suis, sincèrement, beaucoup plus en accord avec le discours de cet homme qui est un religieux qu'avec la plupart de ceux qui aujourd'hui se prétendent laïcs. C'est ça mon problème. Alors à moins que ce soit le problème des soi-disant laïcs. Françoise Noug, on arrête sur ces belles phrases? Oui, on arrête sur cette très belle phrase en remerciant énormément Jean-Marie de tout ce qu'il nous a appris et de ses combats pour les jeunes, avec cette confiance qui leur témoigne et leur capacité à réinventer l'avenir. Jean-Marie Petit-Clair, prêtre catholique salésien, polytechnicien, éducateur spécialisé. Merci de vous être déplacé jusqu'à nos locaux. L'émission était fort intéressante. En tout cas, je vous ai senti tous les deux un peu admiratifs, mais par moments, j'ai senti un peu trop de respect pour pouvoir bousculer notre invité. C'est vrai, donc, c'est vrai. De toute façon, tu ne laisses pas trop parler. Hein. Je te ferai remarquer. Vous m'aviez dit avant l'émission que vous étiez bénévole, donc vous ne cessez de me le répéter. Donc, à bout d'un moment, je me dis, bon, il faut que je prenne un peu plus de place. Merci en tout cas à vous deux. Vous avez été, comme d'habitude, très bons. Et je vous souhaite une agréable soirée. On peut te dire que tu étais bon. Bonsoir. Aussi. Allez, la Bible, voyons. Merci à Laurent pour la technique. Merci à Guillaume qui a pris les photos et qui a monté la vidéo. Et merci à Coralie pour le lancement. Je vous souhaite une agréable soirée sur les ondes d'LFM Radio. C'était Face à elle. Et la semaine prochaine, on recevra notre invité qui est Mounir Satouri. Et puis ensuite, on recevra Youssef Abdelbari. Ensuite, on recevra Catherine Arenou et puis on a d'autres invités qui arrivent très très vite. Je vous souhaite une agréable soirée sur les ondes d'LFM. Merci. Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.